Alors, je n'ai pas préparé un exposé extrêmement, construit comme celui de Fathia, mais je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous ce soir et je voudrais repartir peut-être, de justement de cette pardon, en fait, on ne m'entendait pas. Vous m'entendez Si, maintenant? oui. Ah bon? C'est bizarre, tout d'un coup, mon micro s'est mis en sourdine. J'ai vu apparaître un message disant: «Vous êtes en sourdine», donc voilà. Mais vous avez entendu le début de mon exposé? Mmh. Oui, oui. Bon, bah, écoutez alors, désolée. Voilà, donc je disais simplement que j'allais repartir de ce qui m'était arrivé, au mois d'octobre, dans la foulée immédiate de la décapitation de Samuel Paty. Non pas pour m'épancher sur mon sort évidemment, mais parce que je pense qu'il est, exemplatif, illustratif et qu'il peut servir de peut-être pas de leçon, mais de base de réflexion sur ce qui est occupé à se passer, non seulement en Belgique, mais aussi un peu partout, en Europe. Hem, En commençant peut-être par dire que, il y a 6 mois encore, j'étais encore un prof heureux, donc vous n'avez pas affaire, devant vous ce soir à une enseignante, aigrie, qui depuis des années, subit, un métier pour lequel elle n'a plus vraiment de goût. Jusqu'ici, jusqu'à en tout cas il y a 6 mois, mes relations avec, mes collègues, mes relations avec mes étudiants, étaient vraiment bonnes. Et puis, il y a eu effectivement ce hashtag «Je suis Samuel Paty». Alors ce hashtag, petite rectification, je ne l'avais pas publié sur ma propre page Facebook, mais bien sur la page Facebook de mon école. Donc je travaillais dans une haute école pédagogique, donc je crois que c'est quelque chose d'assez, inconnu en France. Donc c'est, l'équivalent de ce qu'on appelait avant une école normale, donc une école qui est destinée à former de futurs enseignants et de futurs éducateurs spécialisés. Donc du coup, j'en profite déjà pour préciser que dans cette haute école, les signes convictionnels, comme on appelle ça en Belgique, donc les signes religieux, étaient interdits et ne le seront plus. J'aurai l'occasion d'y revenir à partir de la rentrée prochaine, au mois de septembre. Et donc, pour revenir donc à ce fameux hashtag «Je suis Samuel Paty», moi, ça me paraissait évidemment tout à fait évident de manifester pas ma solidarité, il était trop tard, mais en tout cas, mon soutien, ma condamnation morale la plus ferme par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à cet enseignant. Et donc en postant ce hashtag «Je suis Samuel Paty», moi je ne m'attendais en fait à rien d'autre qu'à être, je dirais, sans mauvais jeu de mots, le détonateur d'une salve de messages qui aurait été dans le même sens, qui aurait été une condamnation unanime de la part de futurs enseignants, je répète, qui auraient dit comme moi: «Mais oui, nous sommes tous Samuel Paty puisque nous sommes tous soit des enseignants, soit des futurs enseignants et donc nous sommes tous émus, choqués, scandalisés qu'en plein 21e siècle, on puisse décapiter un être humain en pleine rue, un enseignant qui plus est». Et c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées puisque, les premières réactions qui sont apparues sur cette page Facebook suite à ce hashtag, «Je suis Samuel Paty» ont été des réactions qui en fait me condamnaient moi. C'est-à-dire au fond, de manière plus ou moins explicite, disait, au fond: «Oui, ben, en fait, on vous connaît, vous êtes Samuel Paty parce que bon, ça c'est bien vous, on connaît vos combats, c'est toujours la même chose, dès qu'il s'agit d'islam, dès qu'il s'agit de laïcité, dès qu'il s'agit de liberté d'expression, vous êtes là. Mais on ne vous a pas entendu dire, par exemple» et je cite des choses qui ont vraiment été, prononcées ou écrites, «Vous n'avez pas été Palestine, vous n'avez pas été hidjab». Donc j'aurais dû, poster un hashtag «Je suis hidjab» pour être crédible. Hem et donc c'est qu'on donc alors dans la foulée évidemment, s'est produit finalement la même chose, décapitation évidemment acceptée heureusement, que ce qui était arrivé à Samuel Paty. Le même modus operandi, c'est-à-dire le discrédit jeté sur ma personne, mais sur ma pas seulement sur ma personne, mais aussi sur ma qualité d'enseignante. C'est-à-dire: «Vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, vous ne devriez pas être autorisé à enseigner». Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappée et je crois que c'est peut-être plus intéressant que, les agressions dont j'ai été victime, c'est surtout le silence, en fait. Le silence des autres. Parce que je crois que en fait, c'est de cela qu'il faut parler, je pense, aujourd'hui, plus que de l'islamisme. C'est en fait justement de ces, Fathia parlait tout à l'heure de cécité volontaire, de complicité et cetera et effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre pour moi de l'incompréhensible, qui fait qu'aujourd'hui, quand on a d'un côté des gens qui sont clairement,
si pas des islamistes, en tout cas des extrémistes, des gens avec lesquels le dialogue n'est pas possible, qui n'ont pas le minimum de courtoisie, de savoir-vivre qui permet un débat, et de l'autre côté, une enseignante engagée, certes, moi, mais en faveur de principes démocratiques. En fait, on a une espèce de ventre mou de gens qui se demandent sincèrement de quel côté se mettre, qui ne savent plus très bien si ça n'est pas, je ne sais pas, risqué, indécent, une erreur stratégique, dangereux, s'allier avec, l'extrême droite, que de me soutenir moi. Et donc dans les faits, en fait, c'est ce qui a été pour moi le plus dur et le plus traumatique, en fait. Ce sont tous ces silences, comme si finalement choisir son camp était difficile. Alors je parle de choisir son camp plutôt. Je voudrais en donner un exemple qui est pour moi extrêmement parlant. Donc la page Facebook sur laquelle se sont passés, à la fois le hashtag «Je suis Samuel Paty» et puis les attaques qui ont suivi, était gérée, et il est toujours, par le conseil étudiant de mon école. Alors le conseil étudiant, c'est un peu l'équivalent d'un syndicat étudiant, hem sauf que, enfin, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tout cas dans mon école et en Belgique, on n'en a qu'un. Enfin, dans une haute école, il n'y a qu'un seul conseil étudiant qui est censé, en tout cas, représenter tous les étudiants. Et en fait, quand j'étais donc, agressée très virulemment par certains anciens étudiants, l'attitude du conseil étudiant, voyant que finalement la situation devenait ingérable, a consisté à bloquer tout le monde. C'est-à-dire à la fois mes agresseurs, mais aussi moi. Alors, je vous laisse imaginer la portée symbolique d'un tel acte. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui part complètement, en sucette, pour essayer de ne pas être vulgaire, où vous avez d'une part, quelqu'un qui dit: «Je suis Samuel Paty», de l'autre des gens qui lui disent: «Vous ne devriez pas pouvoir enseigner, vous êtes raciste» et cetera. Réaction du conseil étudiant: «On va bloquer tout le monde». Et donc le message envoyé à l'ensemble de la communauté éducative, c'est que finalement, beh, il est très compliqué dans cette affaire-là de se positionner, de décider qui a tort, qui a raison. On a affaire des 2 parties, enfin des 2 côtés, à des gens qui ne sont pas capables de discuter courtoisement, qui montent dans les tours et cetera, alors que je n'avais strictement rien fait. Hem, En fait, donc d'autre part, je pense qu'il y a un problème de rapport à la vérité aussi. Parce qu'en fait, par rapport à cette attitude enfin, ce que j'ai subi, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, la vérité est sacrifiée sur l'autel de la bien-pensance. C'est-à-dire que la question devient: de quel côté est-il le moins dangereux de se placer pour éviter de subir des foudres? Par exemple, puisque finalement, l'affaire dont je viens de parler, l'affaire Samuel Paty, a été suivie d'une autre affaire au mois de janvier. Donc lorsque, nous avons appris que les signes convictionnels, donc les signes religieux, seraient dorénavant autorisés à partir du mois de septembre, j'ai subi une deuxième salve d'attaques encore plus virulente, encore plus, de toute évidence concertée. Je veux dire, puisque là, il s'est agi de dizaines de personnes, d'individus, qui en quelques heures sont venus sur ma page Facebook, me traiter de tous les noms, m'insulter, me menacer et cetera et cetera. Hem, les agressions et les accusations sont devenues plus claires encore. J'étais de plus en plus, accusée de racisme et d'islamophobie. Hem et en fait, il n'y a absolument rien dans mon dossier. J'enseigne depuis 10 ans dans cette école, et la première chose que j'ai faite, c'est évidemment de me tourner vers mon directeur en disant: «Est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes contre moi?» Il dit: «Non, il y a rien. Jamais eu aucune plainte par rapport à toi». Ça s'est passé, cette réunion-là, au mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. Jamais il n'y a eu de communication claire de ma direction disant: «Nous n'avons aucune charge contre madame Geertz, il n'y a jamais eu aucune plainte contre elle, donc maintenant arrêtons le délire, arrêtons les accusations publiques». Donc il y a cette espèce de complicité ou de chape de silence qui se crée, qui fait qu'en fait, finalement, il y a d'un côté, bah, il y a moi qui essaye de m'exprimer, de l'autre côté, on a des activistes qui expriment aussi, eux, leur haine, leur volonté de me nuire, parce que c'est de toute évidence ça qu'il s'agit, et il y a surtout ce que j'appelais tout à l'heure le ventre mou de ceux qui font le dos rond, en fait.
ils font le dos rond en attendant que ça se calme, en se disant que finalement ils ont affaire à des agitateurs des 2 côtés, hein, des 2 côtés. C'est pas il y a pas un coupable et une victime, non, non, il y a 2 personnes, il y a 2 ou en tout cas il y a 2 camps à leurs yeux qui alimentent, le conflit et donc il s'agit de faire le gros dos en attendant que les choses se passent. Hem Et donc, le fait même qu'il n'y ait rien contre moi, qu'il n'y ait jamais eu aucune charge, aucune plainte même, contre moi, n'importe peu en fait. Aux yeux de je pense aux yeux de beaucoup de gens malheureusement, je dois nécessairement être raciste puisque certains m'en accusent. Et puis d'ailleurs, je suis laïque. Et puis d'ailleurs, je suis opposée au port du voile. Et puis en plus, je défends Charlie Hebdo et je me déclare solidaire de Paty et tout ça finit par faire un faisceau d'indices dont beaucoup se contentent en fait pour estimer que je suis dans le camp des infréquentables, en fait. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est ça qui fait que moi, je suis aujourd'hui comme, j'allais dire, comme pétrifiée, à me dire, mais où en est-on pour que des opinions laïques, alors je sais bien qu'en Belgique, nous ne sommes pas un État laïque et donc être laïque en Belgique, c'est peut-être un chouïa, un tantinet plus audacieux qu'être laïque en France, mais quand même, je veux dire, on a quand même un petit peu la même culture, le même substrat culturel, donc j'ai pas l'impression non plus de faire figure de franc-tireuse, enfin de révolutionner les choses, d'amener un concept radicalement neuf qui viendrait bousculer complètement la société dans laquelle je vis. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, se dire laïque en Belgique, à ma manière, j'ai envie de dire très française, Hem, c'est s'attirer le risque d'être considéré comme une cible, à la fois évidemment pour les islamistes, mais aussi pour tous ces islamo-gauchistes qui se disent: «Mais au fond, c'est ça les méchants». Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin peut-être que vous vous rendez compte, moi ça reste quelque chose de totalement incompréhensible pour moi. C'est comment peut-on en arriver au point où l'ennemi, le méchant, l'adversaire, ça n'est pas celui qui défend une laïcité, certes ferme, sans adjectif, tout ça je l'assume, mais celle qui veut propager finalement une vision intégriste, une vision, radicale, hem enfin oui, une vision intégriste de la société, en usant pour cela de tous les outils, de tous les instruments et en partant du principe que tous les coups sont permis. Moi, c'est quelque chose qui vraiment, j'allais dire, m'a fait grandir et en même temps m'a fait on entendait tout à l'heure beaucoup d'intervenants, se poser la question, beh, que faire? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis relativement pessimiste par rapport à cette question. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est on subit une véritable lame de fond. Et aujourd'hui, j'ai même plus envie tellement de parler d'islamo-gauchisme parce que je crois que le problème est encore plus profond que l'islamo-gauchisme. Le problème pour moi, et Fatia en a parlé tout à l'heure, c'est cette pensée woke qui nous vient des États-Unis. C'est toute cette idéologie qui consiste à se baser sur le ressenti, à mettre au centre de la réflexion l'individu, ce qu'il ressent, comment il se sent, qui il est aujourd'hui, son identité, avec tout le côté évidemment tout à fait factice parfois de cette identité. Parce qu'évidemment que ce sont parfois des identités qui sont, collées, qui sont plaquées sur les individus, qui ne sont pas des choses qui émanent d'eux et qu'ils ont choisies librement. Mais donc nous sommes vraiment, je crois, victimes de cette lame de fond qui nous fait confondre effectivement laïcité avec pardon, liberté avec libre choix et avec autonomie et je voudrais revenir aussi sur ce qu'une intervenante a dit, précédemment sur la signification de ce terme autonomie. Parce que moi, je suis vraiment profondément attachée à une école qui est un vecteur d'émancipation et l'émancipation, elle passe par l'autonomisation de la personne et l'autonomisation de la personne, ça n'a rien à voir avec le libre choix. C'est quelque chose de totalement différent. Ça implique, me semble-t-il, en tout cas c'est ma conviction, le développement de capacités rationnelles. C'est-à-dire que pour être autonome, pour moi, il faut être en mesure effectivement de se fixer soi-même ses propres lois. Et se fixer soi-même ses propres lois, ça implique nécessairement d'avoir été capable d'abord de déconstruire ce à quoi on appartient quand on est petit, ce dans quoi on grandit, pour mettre ça à distance et se dire ensuite: «Tiens, au fond, qu'est-ce que je reprends de ça et qu'est-ce que je refuse de reprendre parce que ça m'enferme?»
Donc qu'est-ce que je reprends parce que ça me libère? Ou qu'est-ce que je construis d'autre parce que ça me libérera d'autant plus? Et qu'est-ce qu'au contraire, je récuse de cet héritage parce qu'il m'enferme plus qu'il ne me libère? Et en fait, avec cette idéologie du libre choix, du «viens comme tu es», hein, c'est l'idéologie McDo quoi, hein, c'est: «Viens à l'école comme tu es, on te prend comme tu es». En fait, on coupe toute possibilité à nos jeunes de se construire et de devenir autre chose que ce qu'ils sont déjà. Et ça va beaucoup plus loin, comme je le disais, que l'islamo-gauchisme. C'est vraiment cette pensée woke, cette pensée, hem, qui nous vient directement des États-Unis et qui nous enferme en fait dans des identités sous prétexte de nous respecter. Et je pense que si on repart de là, si on repart de cette espèce de dogme sacro-saint du respect qu'on serait censé donner, accorder à l'individu, quoi qu'il soit, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, à condition évidemment qu'il fasse partie d'une minorité discriminée, hein, sinon ça vaut nettement moins, ça marche nettement moins bien. Je crois qu'on comprend à ce moment-là comment on peut en arriver aujourd'hui à considérer que la laïcité est fondamentalement l'ennemi à abattre. Heu, alors par rapport à ça, peut-être une dernière chose aussi, sur laquelle je voudrais terminer, mon exposé ce soir. J'ai déjà peut-être été un peu trop longue. Hem, j'ai fait allusion au fait que, à partir de la rentrée prochaine, les signes religieux seraient donc autorisés dans l'enseignement supérieur, en Belgique francophone. Enfin, je simplifie parce que la Belgique, c'est autrement plus compliqué que ça, mais disons que dans les quelques écoles, du réseau auquel j'appartiens. Et en fait, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le raisonnement qui a été émis au moment de la décision par, l'administrateur général, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui a pris cette décision d'autorisation du port des signes religieux et qui a évoqué pour cela l'argument de la non-discrimination et donc du fait que, il n'était pas acceptable de priver des jeunes filles de l'accès aux études et de l'accès à l'emploi, en leur interdisant les signes religieux. Alors j'insiste là-dessus parce que je pense que, on voit très bien où ça risque de nous mener dès demain, ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'imposer une même règle à tout le monde, qui n'est pas une règle discriminante puisqu'elle est égalitaire, elle s'impose à chacun de la même façon, hem et où on inclut déjà l'emploi dans l'argumentaire, on s'expose à ce que demain nous ayons des étudiantes dûment diplômées, hem, qui auront suivi tout le cursus, toute la formation, qui seront donc, considérées comme aptes à enseigner et qui diront: «Je voudrais pouvoir enseigner avec mon voile». Parce qu'après tout, mon voile ne fait pas de moi une moins bonne enseignante. Et je ne vois pas comment on pourra le refuser demain, à partir du moment où nous avons accepté aujourd'hui de mettre le pied dans cette logique, qui vise en fait à confondre, et on est dans cette confusion de manière permanente, l'être et ce qu'on montre de soi. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose que la laïcité, recèle comme trésor, mais qu'il faut pouvoir vendre comme un trésor, et c'est extrêmement compliqué. C'est de dire au fond, on n'est pas toujours là pour se montrer tel qu'on est. Ça n'est pas le but ultime dans la vie. On a des casquettes, on a des fonctions, en fait, on exerce des métiers, on a des missions aussi. Moi, je crois beaucoup à la mission d'enseignant, et en tant qu'enseignant, on n'est pas là pour se mettre à nu devant ses élèves et dire: «Voilà qui je suis, voilà, ça c'est moi». C'est complètement inopportun, c'est inopérant, et c'est même, j'ai envie de dire, indécent. Mais je pense que lutter contre cette vague, cette lame de fond qui nous arrive depuis maintenant enfin, certainement 20 ou 30 ans, et qui se fait de plus en plus virulente, c'est quelque chose pour lequel je crois que nous ne sommes pas suffisamment armés aujourd'hui. Je pense que malheureusement, dans un premier temps, et je suis désolée d'être aussi pessimiste, nous allons perdre ce combat. Mais peut-être que ce ne sera qu'un combat de perdu et pas la guerre. Je pense qu'il faut que nous allions peut-être encore un peu plus loin dans les conséquences désastreuses de ce type de raisonnement, pour que le sursaut soit suffisamment massif, pour que nous ayons une chance d'enfin pouvoir vendre cette laïcité comme réellement ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire profondément émancipatrice. Je vous remercie. Personne ne s'est opposé à cette,
à cette nouvelle réforme des signes